Salut. Alors aujourd'hui, comme on peut le voir sur l'établi, on va parler de pâte au pistou. Alors les pâtes au pistou, c'est quand même quelque chose de complexe à faire. Donc pour les faire, il vous faut des pâtes et bien évidemment une graveuse laser. Donc je vais m'attarder un peu plus sur la graveuse laser quand même pour la cuisson des pâtes, vous verrez. Alors cette machine-là, c'est une machine que maintenant j'ai depuis 2 ans, je pense, à peu près quelque chose comme ça. Au moins 2 ans. En tout cas, ça doit s'en rapprocher. Et j'ai eu pas mal d'emmerdements avec. Donc il faut savoir que moi, mes PC, la plupart tournent sous Linux. Et sous Linux, c'est pas évident. Donc j'avais remonté un PC qui avait juste un Windows 7 à l'intérieur, dont vous avez déjà pu le voir dans un coin, que je ferai voir aussi tout à l'heure, qui est un Panasonic CF19, qui est vraiment le truc typé atelier. Donc c'était vraiment pour faire ce genre de choses. Et au final, je me suis retrouvé à faire plein d'autres choses avec que de la gravure, de la gravure laser, pardon. Donc, bon, j'ai refoutu un Linux dedans. Le problème, c'est que bah, pour mes graveuses laser, c'était chiant. Donc, j'ai installé une virtuelle dans laquelle j'ai refoutu un Windows 7 dedans. C'est un petit peu chiant sous Linux parce que j'utilise VirtualBox et que VirtualBox, il est un peu casse-couille. Je sais qu'avec des vieilles versions de VMware, j'étais moins emmerdé. Mais comme elles ne fonctionnent plus sur les Linux maintenant, voilà, puis elles sont payantes. Voilà, donc j'utilise VirtualBox et VirtualBox sous Linux, franchement, c'est con, mais ça marche. Ce logiciel fonctionne limite mieux sous Windows que sous Linux. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, j'ai réussi à installer mon Windows 7 en virtuel dans mon Linux et j'ai fait fonctionner la machine et elle a fonctionné quand même pendant pas mal de temps de cette façon-là. Sous Linux, j'ai rien trouvé hein, comme logiciel, hein. Alors ça, j'en parlerai plus tard, mais bon. Alors la machine en elle-même. Il faut savoir que des machines comme ça, ce type de machine, j'en ai pas eu qu'une seule. J'ai eu donc celle-là, c'est une Orture, Orture, je sais plus quoi d'ailleurs, je crois qu'ils la font encore. Il y a un équivalent chez Neugeux aussi, Neugeux ils en font une qui est équivalente. Moi la mienne, je sais que j'ai cramé le laser en très 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 peu de temps. Déjà le laser était pas assez puissant, j'arrivais pas à couper une simple feuille de Bristol. Donc les feuilles de Bristol, c'est ce que je me sers pour faire mes gabarits aujourd'hui. C'est mon truc de base quoi. Et ça fait 0, j'en ai mesuré une tout à l'heure, ça fait 0,20 d'épaisseur une feuille de Bristol en moyenne. Déjà, j'arrivais pas à le découper quoi. Donc c'était pas bon et en trifouillant dans le logiciel, je sais pas, j'ai dû trop pousser la LED du laser et je l'ai claqué. C'est-à-dire que en fait, j'ai découpé 2 joints, mon laser était mort. Donc je suis allé chez les Chinois et j'ai racheté un laser neugeux, plus puissant ce coup-là, avec son petit module tel qu'on peut le voir là. Voilà. Donc ça, c'est le module laser, hein. Et par-dessus, il rajoute un circuit d'alimentation. Donc on relie à sa carte mère les informations qui passent et il y a un petit système d'alimentation supplémentaire pour être sûr que le laser soit bien alimenté. Pour éviter que ce soit le transformateur de la machine qui doive alimenter un laser plus puissant et qui ait du mal à fournir. Alors il se trouve qu'en fait, peu importe quel transformateur que j'utilise l'un ou l'autre, la machine fonctionne quand même. Mais bon, quand il fait chaud l'été, pour éviter de faire surchauffer les transformateurs, je branche les deux pour des raisons évidentes. Après, quand j'ai qu'un joint à faire l'hiver, j'en branche qu'un seul, je branche celui-là. Il n'a pas le temps de chauffer, ça pose pas de problème. Donc voilà, ça a été une petite machine. Donc le laser est donné pour 20 watts. À la base, la machine était donnée pour 15 watts et moi j'ai refoutu un laser 20 watts. Il faut savoir que le wattage, pour ceux qui connaissent pas le wattage des lasers, c'est du foutage de gueule. Franchement, c'est du foutage de gueule. Regardez vraiment ce que la diode peut sortir du laser, mais ne vous fiez pas au wattage de la machine. Ça ne veut rien dire du tout, c'est une foutaise monumentale. On m'avait prévenu, j'ai écouté, mais j'ai voulu en faire qu'à ma tête. Et bon, j'ai compris après pourquoi plus tard. Donc ce truc-là fonctionne pas trop mal, hein. J'arrive à monter jusqu'à pour de la découpe de Bristol, après pour de la découpe de joint plus épaisse. Ça prend un peu plus de temps, ou alors faut faire 2 passes. En moyenne, je suis de mémoire, hein, dans GRBL, je suis à 600, entre 6 et 800 mm secondes pour de la gravure. Donc pour du joint d'en base, ou des joints de pipe, ou des trucs comme ça, je vais essayer d'en sortir un. Voilà, pour des petits joints comme ça, là, ça j'arrive à m'en faire en série assez rapidement. Alors, comme j'utilise uniquement le laser GRBL, faut les faire un par un, hein, on peut pas en faire des plaques. Et de toute façon, euh, c'est compliqué avec le laser GRBL, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, ma petite machine, hein, qui a quand même
qui m'a un peu fait galérer et qui m'a coûté plus cher que prévu parce que ça, cette connerie-là, là, le laser, quand vous le cramez, c'est un peu ce qui coûte le plus cher sur la machine, hein. Les moteurs, on s'en branle. La carte mère, là-dessus, c'est peanuts. C'est un Arduino à la con, à part qu'il y a un programme qui est déjà prémis dedans, mais sinon, c'est que dalle. Par contre, le laser, quand on le crame, ça fait un peu chier, quoi. Bon, jusque-là, tout le monde est d'accord. Enfin, j'arrive à faire du joint. Jusqu'à du 125 cc, pour des joints d'en base, ça suffisait. Bon, jusque-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, maintenant on va parler de celle-là. Alors, étant entre guillemets fidèle à Orture Laser, parce que le fait d'en avoir déjà une, je connaissais plus ou moins les drivers, la procédure à faire pour pouvoir l'installer directement dans ma virtuelle qui tourne sous Linux et pour la mettre en route très facilement. Erreur grave. Alors, celle-là elle dégage vu qu'elle marche parfaitement bien. Alors, j'ai vu tout un tas de bullshit. Alors, je sais pas si c'est vraiment du bullshit ou si les gens sont sincères ou pas, je veux pas trop juger. Mais j'ai vu énormément de vidéos, de commentaires, des commentaires sur les sites de vente en général, où on voit ils sont bidons. Montage de la machine, 15 minutes, elle marchait, c'était génial. Non, c'est pas possible. Moi je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. J'ai plusieurs machines quand même à mon actif, hein, donc j'ai une CR10, j'ai forcément l'autre, la petite torture que j'ai montée. J'ai une Under 3. Toutes les machines m'ont pris en une heure. En une heure, la machine elle était posée, elle était réglée, elle fonctionnait. Allez, on va dire une heure et demie le temps de télécharger les drivers pour l'autre. Allez, admettons. Là, celle-là, c'est pas du tout le même délire. Mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Déjà, le montage, j'ai perdu un temps monstre. Parce que la plupart des filetages n'étaient pas filetés jusqu'au bout. Donc quand on mettait la vis, ça venait buter en bout. Comme c'était pas fileté, c'est des coups arrachés les filetages. Même en ayant refait tous les filetages, j'ai quand même réussi à en foirer une parce qu'elle avait déjà un pas de vis qui était trop lâche. Donc il a fallu que je sorte la perceuse pour refaire un filetage. Donc c'est les filetages qui est aux quatre coins là qui prennent la machine. Donc voilà, déjà ça a commencé comme ça quoi, au montage. Ensuite la notice. Alors la notice, en fin de compte, il y en a qui disent qu'elle est claire, d'autres qu'elle est pas claire. En vérité, la notice est relativement très claire sur le montage. À un point près, les inserts. Les inserts, il y a deux types d'inserts. Il y a des gros et des petits. Il y a des qu'on peut emmancher après coup et des qu'il faut emmancher avant. Les gros, il faut les emmancher avant parce qu'on ne peut pas les sortir une fois que la machine elle est montée. Et ça, c'est mal précisé, voire même quasiment pas du tout dans la notice. Donc du coup, moi j'ai tout monté avec les mauvais inserts. Il a fallu que je redémonte toute la machine alors qu'elle était quasiment finie pour remettre les bons. Donc déjà, bon, allez hop, pour perdre une heure encore après des conneries pareilles. Euh, Après, il y a les réglés et tout, là c'est pareil, c'est bien, c'est tatoué et tout, mais c'est de mémoire dans la notice. Enfin, moi je l'ai pas vu dans la notice que c'était marqué qu'il fallait mettre les deux équerres au bon endroit. Enfin, foutre le point zéro à cet endroit-là en fait, au niveau des graduations. Voilà. Bon, c'est précis, hein, mais bon, faut les mettre au bon endroit. Si c'est inversé, on redémonte. Ce qui m'est arrivé, pas de bol. Bon, c'est pas grave, admettons. Ensuite, il y a pas mal de choses. Une petite précision. Dans tout le milieu électronique en général, quand vous voyez des mots comme pro, HD et digital, vous pouvez être sûr et certain qu'on se fout de votre gueule. Alors, si c'est marqué dans un petit coin de la notice ou sur le carton dans un petit coin pro digital, je sais pas quoi là, ou HD, je sais pas quoi, c'est marqué dans un petit coin, ça va. Quand vous lisez un descriptif d'un produit électronique, il y a marqué pro à toutes les sauces, digital à toutes les sauces, ou HD à toutes les sauces, vous pouvez être sûr et certain, on se fout de votre gueule. Ça fait 20 ans qu'elle dure la comédie, c'est affreux. Là, c'est exactement le genre de truc auquel on a affaire. Il y a marqué pro partout. C'est le super pro de je sais pas quoi. Non, c'est faux. Ça pue l'amateurisme à des kilomètres. Et là, on va voir pourquoi. Alors, la machine, les courroies, la tension des courroies. Donc c'est très bien, hein, bien entraîné. C'est pas entraîné que d'un côté. Ils ont mis une courroie de chaque. C'était pas compliqué. Ok, ils ont bien fait leur boulot. La tension des courroies. C'est quoi ce truc? Ça tient par une vis de merde. Putain, mais même chez Creality, ils font plus ça, quoi. Regardez, regardez. Il y a la courroie qui dépasse. Là, on plug une vis. Donc ça, c'est celle que j'ai été obligé de modifier, hein, que j'ai retardé plus gros. Et en fait, ça pince comme ça avec une vis et une rondelle. Voilà. Donc on serre à la main. Enfin, on tend la courroie à la main. On la serre et voilà.
Et alors, le piège, c'est que celui qui est un peu pointilleux sur la présentation, il va la couper à ras, sa courroie. Ouais, c'est bien joli, c'est présentable. Et après, tu fais comment du con pour la retendre ta courroie, pour la choper? Bah t'es baisé, t'es obligé d'aller racheter une courroie. Alors que, enfin franchement, toutes les imprimantes 3D maintenant, elles ont des systèmes de tension de courroie automatique. Là, c'est un truc qui a marqué pro partout à toutes les sauces, il n'y a même pas un système de tension de courroie. Putain, franchement, c'est du foutage de gueule. Le truc vissé à la sauvage comme ça, putain, mais même sur les imprimantes 3D Creality, putain, ils font pas ça quoi. Enfin bref, allez, admettons pourquoi pas. Allez, là, on part dans le, on part dans du costaud. Alors, le passage de câble, c'est-à-dire ce truc-là. Ah ouais, c'est bien, ils ont mis un rail, ça fait genre industriel et tout. Ça, je vous le dis tout de suite, vous pouvez vous le fabriquer vous-même en PLA pour 3 fois rien. C'est un truc, c'est open source. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous le faire. Mais bon, c'est bien, ils y ont pensé. Là, c'est pas imprimé en 3D, c'est du solide, hein. C'est bien, seulement il faut 2 vis ici pour le fixer sur l'axe. Et là-bas en bas, alors, vous le verrez pas à la caméra, donc il y a énormément de choses, vous serez obligé de me croire sur parole. Parce que vous n'allez pas tout voir. Voilà. Par contre, de l'autre côté, ils ont oublié de me rajouter les 2 vis. Hop là. Voilà. Ici, il y a 2 vis de fixation pour le passage de câble, qu'on voit mal en dessous. Ah, là, on les voit un peu. Voilà. Ici, il n'y avait rien. Donc, il est supposé y avoir quelque chose, hein, parce que dans la notice, elles sont marquées. Donc, moi, j'ai reçu ça. Donc, évidemment, j'ai repercé le petit support et j'ai foutu de Rislan pour que ce soit bien maintenu. Mais bon, voilà. Voilà, admettons que c'est un oubli. Allez, allez, admettons que c'est un oubli. Ensuite, le passage de câble qui est ici. Il passe à ras les vis déroulement là, qui passent sur les glissières. Les vis, elles passent, mais vraiment à ras. Ce qui fait que moi, mon passage de câble, j'étais obligé de l'écarter un peu de la machine, là, vers moi, pour que ça puisse pas frotter sur les vis au passage. Donc, je veux dire, ça, franchement, c'est le genre de truc, à la conception, ils auraient dû le voir. Ils auraient dû le voir, ils avaient juste à décaler le passage de câble de 1 mm. Enfin, non, peut-être pas un peu plus d'1 mm, alors on va dire 4 mm et c'était bon. 4 mm, il n'y avait pas de problème. Donc ça veut dire que c'est une machine, elle a été faite à la hâte et elle était pas finie de développer, qu'ils ont déjà lancé la prod. C'est pas possible autrement. Et on va le confirmer après par la suite. Alors, à la base, cette machine-là, moi je suis quasiment convaincu que mon autre machine, elle a un focus au niveau du laser. Je vais vous le faire voir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la gravure laser, le focus, c'est une petite lentille qu'on tourne ici, comme sur les vieux appareils photo, hein. Voilà, on tourne ici, et ça vient régler le cône du laser, parce que les lasers ne sont pas réellement droits. Ils sont un petit peu flous, et il faut concentrer la lumière à un endroit. Comme un peu quand on est gamin, qu'on s'amuse à foutre le feu à une boule de papier avec une loupe. Bah là, c'est pareil, il y a une lentille là-dedans, on tourne et on vient faire sa focale la plus fine possible. Voilà. Sur cette machine-là, il n'y a pas. Alors, comment on fait la focale? Eh ben, c'est très simple. Comme il n'y a pas, ils se sont dit, tiens, on va prendre un bout de cylindre comme ça, là, qui a un ajout d'après. Parce qu'à la base, ils avaient prévu un système, c'est une queue d'aronde, avec un système avec une petite molette qui permet de lever et descendre le laser pour trouver la bonne focale, enfin le bon focus. Jusque-là, tout va bien. Seulement, ils l'ont retiré juste pour pouvoir leur vendre à côté, à part 60 balles le morceau, hein. Un bout de queue d'aronde grand comme ça, avec une vis dessus, 60 balles. Chez Orture, hein. Non, mais franchement, c'est du foutage de gueule. Donc, comme ils ont retiré ça à la dernière minute, ils se sont dit, bah ouais, mais les gens, ils vont faire comment pour faire leur focus, du coup? Ah bah, ils vont être comme des cons. Alors, je sais pas, il devait rester ça qui devait traîner dans l'atelier. Alors, ils ont usiné ça, voilà, qui est un gabarit qu'on met dessous. Et puis, bah, en fait, quand ton laser il est posé dessus, on t'estime que c'est bon. Voilà. Et ils n'avaient pas prévu le support pour pouvoir le mettre, parce que ça, du coup, en plus, c'est pas de l'acier, c'est de l'alu. Donc, il n'y a même pas moyen de mettre un aimant pour pouvoir le coller sur le côté. Donc, du coup, ils se sont dit, mince, il faut fabriquer un truc de dernière minute, comme d'habitude. Donc, ils sont allés nous fabriquer un petit machin là, à la con en 3D. Alors, le fait que ce soit imprimé en 3D, en soi, c'est pas un problème, on s'en fout. Mais je veux dire, ça pue l'ajout de dernière minute. C'est juste qu'à la dernière minute, ils se sont dit chez Arthur, merde, putain, on n'y a pas pensé. Comment ils vont faire le focus si on retire le système pour faire le focus? En gros, la prod était déjà lancée et ils ont fait un ajout de dernière minute en rajoutant ça. Donc là, quand tu marques pro à toutes les sauces et que tu te retrouves avec une machine comme ça pue un peu la douille. Franchement, ça pue vraiment la douille. Ensuite, alors, par rapport à l'ancienne que j'ai, alors je vais ressortir.
c'est un truc, mais tout con. L'électronique là-dessus, c'est mais d'une simplicité enfantine. Donc là, vous avez une petite carte qui est ni plus ni moins qu'un Arduino avec deux trois régulateurs de tension, point barre. Un Arduino Nano, à l'époque, j'en ai acheté par poignée, ça valait, je vais dire une connerie, mais genre 80 centimes d'euros pièce, un Arduino Nano. Bon, là, c'est un peu plus grand parce qu'il y a les régulateurs de tension, tout le bordel, et il y a un petit port USB devant. Mais ça coûte que dalle, c'est super simple à fabriquer, c'est pas supposé tomber en panne. Il y a moyen de flasher le firmware correctement par des gens. Enfin, les gens qui savent flasher un firmware, ils le feront correctement sans aucun problème. Je veux dire, voilà, c'est simple. Et ils ont juste rajouté un petit accéléromètre à 2 balles pour au cas où si on fait bouger la machine, le laser se coupe. Personnellement, à la place de ça, ils auraient pu utiliser une ampoule au mercure, ça aurait suffi aussi. Ça aurait été tout aussi efficace. Plus cher ou moins cher, ça par contre, je sais pas. D'ailleurs, je suis en train de regarder, mais je le vois de là, l'Arduino Nano, on le voit dedans. Je sais pas, vous le verrez peut-être pas, mais voilà. Donc il est là, bref. Donc ils ont voulu refaire la même. Seulement là-dessus, eh ben, je sais pas pourquoi. Ils ont été nous foutre un espèce de gros boîtier là, noir, avec un gros bouton d'arrêt d'urgence. Alors le bouton d'arrêt d'urgence, moi j'étais un peu sceptique pour connaître un peu la machine déjà que j'avais avant. Il se trouve que c'est vrai que GRBL, quand on lui demande de s'arrêter, le logiciel, il met un petit temps. En fait, il finit les lignes de code qui ont été envoyées à la machine. La machine finit ces lignes de code et après elle arrête. C'est un peu comme une imprimante papier. Si vous lui demandez de s'arrêter tout de suite, c'est trop tard. Les instructions qui ont été envoyées à la machine, il faut qu'elle les finisse et elle s'arrête après. Elle s'arrête quand elle reçoit l'instruction. Donc elle prend les instructions une par une. Et quand on appuie sur le bouton arrêter, dans le logiciel, bah, elle finit ses instructions et quand elle reçoit l'instruction arrêter, elle s'arrête. Bon. Là, il y a un bouton net, au moins ça c'est cool, ça permet de l'arrêter net. Ouais, enfin bon, un bouton on-off peut suffire hein, aussi. Hein. En plus, c'est clairement ce qu'ils ont fait. Hein. C'est un bouton on-off, mais en moins bien fait parce qu'en plus il est branché sur le logiciel. Allez, admettons. Donc tout ça, ils ont rajouté tout un gros boîtier qui pèse super lourd, alors qu'en fait un pauvre circuit imprimé comme on a vu là-haut faisait largement le taf. Alors ils ont fait des économies sur tout, ils ont surtout fait des économies d'ailleurs, sauf là-dessus. Alors pourquoi? Là, je sais pas. Ils ont rajouté aussi un témoin de flamme, c'est-à-dire que si la machine elle prend, il y a du feu qui se propage, la machine ça s'arrête tout seul. Alors je vous le dis tout de suite, si un jour il y a un truc qui se m'a brûlé au milieu de la machine et que vous n'êtes pas là, c'est pas parce que l'alarme va se mettre en route que ça va s'arrêter de brûler. Hein. Ça brûlera toujours aussi bien. Si vous êtes parti aux toilettes et que vous entendez pas l'alarme, ça brûlera. Bon, elle couine assez fort, ça va, c'est cool. Mais, mais en gros, c'est pas ce qui va empêcher l'atelier de brûler. Hein. Et en plus, ça pose problème. Parce qu'à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que là, en dessous, il y a un capteur que j'ai protégé par du papier. On verra après. Donc il y a un capteur, ce qui, quand on met une flamme dans le milieu, la machine s'arrête. Ça c'est bien, c'est très bien. Mais à mon avis, le capteur, ils ont été obligés de le régler un peu sensible parce que faut qu'il puisse détecter une flamme jusque là-bas dans le coin. D'accord? Le problème, c'est quand on fait de la découpe laser, hein, pas juste de la graveuse à la con, quand on vraiment découpe du joint sur mesure, bah, en fin de compte, le laser, il arrive là, et arrive aux 2 tiers, bah, en fait, la machine, elle se met en sécurité en permanence parce qu'elle détecte des flammes. Alors qu'en fait, il n'y a pas de feu, mais elle les détecte en permanence. Du coup, arriver là, aux 2 tiers, à chaque fois, elle se met en sécurité. Du coup, il faut la désarmer, la réarmer, la désarmer, la réarmer. Donc moi, ça m'a gonflé, c'est clair. J'ai directement mis un bout de papier avec un bout de scotch. Là, les tests, je les ai fait cet après-midi. Donc voilà pour l'arrêter. Donc au niveau de la taille, moi j'ai essayé d'exploiter le plus grand que j'ai pu en mettant plein de feuilles de Bristol. J'ai simulé des joints de carter moteur parce que moi le but, si j'ai cette machine-là, c'est pour pouvoir faire des joints de carter d'huile sur les voitures anciennes. Et donc je vais les modéliser et j'ai besoin de les graver. Donc, enfin, de les découper. Et donc cette machine-là, moi, je la trouvais pas mal. Parce qu'en plus de ça, si c'est pas assez grand, ma surface de travail, il existe un kit, 150 balles le kit. Hein, avec 2 rails de plus qui permet de grappiller encore un peu en longueur. 150 balles le morceau quand même. Hein. Donc bon, là, ça commence à me faire grincer des dents, sachant que celle-là, je l'ai payé le prix fort. Il y a 2 ans, elle était à 300 boules, j'en ai pas payé le double, mais on n'en est pas loin. Ça commence à respirer le foutage de gueule. Ça, une machine comme ça, je suis désolé. À la production, ça vaut 100, 150 balles. Qu'ils la revendent 300, c'est normal, ils ont besoin de se faire une marge. Sinon, ce serait pas rentable.
sachant qu'il y a la TVA et tout. Jusque-là, moi, franchement, je jette pas la pierre. Mais là, au prix où ils le vendent, ça, attends, mais franchement, mais ça vaut pas ce prix-là. Alors ensuite, un autre truc que les youtubeurs, beaucoup j'ai vu là, sur YouTube. Parce que évidemment, quand on tape graveuse laser dans Google, c'est celle-là qui revient en premier quasiment. Donc, je suis tombé sur pas mal de vidéos YouTube et tout. Et beaucoup de gens disaient, ouais, elle est très rigide. Elle est rigide. La machine est rigide. Quoi? C'est rigide de quoi? C'est du profil à alu, regarde. C'est du tout petit en plus. Franchement, même chez Creality, leurs imprimantes 3D à 100 balles, elles ont du profilé double. C'est du profilé simple. Regarde ça. Ah. Enfin, vous ne voyez peut-être pas à la vidéo, mais non, c'est rigide, ça bouge pas parce que bah, quand c'est posé, c'est pas supposé bouger. Là, je suis d'accord. Quand c'est posé sur un établi propre, c'est pas supposé bouger. Mais le châssis en lui-même, il est tout sauf rigide avec du profilé double encore en épaisseur, je comprendrais que ce soit rigide, mais là ça ne l'est pas. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon, et alors, prouesse technologique de cette machine. Alors là, vraiment, là on attaque le noyau dur. Une énorme prouesse technologique, mais vraiment c'est un truc, vous pouvez tout faire avec, presque envoyer des fusées sur la Lune. Franchement, là, franchement, chez Arthur, ils ont pensé à tout. On voit vraiment que c'est des génies les mecs. Ah putain, ils sont super. Ils ont ajouté le offline controller. Alors, le offline controller, c'est ça, c'est une prise. C'est pas du RJ45, c'est la taille d'en dessous. J'ai plus le nom. Bref, c'est de la prise réseau, mais de plus petite taille. C'est ce qu'on met dans les téléphones fixes, ces trucs-là. C'est du RJ16 ou. Mince, sur le moment, ça m'est sorti de la tête. Mais bon, pour ceux qui connaissent, trois frappes sur Google, ils vont retrouver. Donc voilà, c'est le offline controller. Alors ça, c'est vraiment un truc, c'est une perle rare, c'est magnifique. Tout ce qu'on peut faire avec, c'est tellement génial que aucune description dans la notice, aucune description chez Arthur, aucune description même dans Google. Personne ne sait à quoi ça sert. Ça se demandait chez Arthur s'ils savent vraiment à quoi sert ce truc. Ils ont fait des économies de queue de cerise partout, mais ils ont rajouté ce truc-là. Sur la petite, il n'y est pas. Hein. Sur celle-là, ils ont mis ça. Offline. Donc, si c'est offline, c'est sûr que le truc, il n'est pas connecté à je sais pas quoi. Hein, c'est hors ligne. Mais, enfin, c'est supposé en tout cas, c'est marqué dessus. Mais voilà, donc on ne sait pas à quoi ça sert. À mon avis, enfin, je suppose que c'est pour eux en usine programmer directement le microcontrôleur en série. Donc ils arrivent, ils plugent la machine ici, ils injectent le firmware dans la machine et basta. Mais bon, sachant que chez Arduino, on peut très bien le faire via le port USB, pourquoi ils ont été rajoutés ça? Je suis même pas sûr que ce soit branché sur la carte mère. Faudrait démonter pour vérifier. Mais bon, enfin bref, ça c'est. Alors là, pour des économies de queue de cerise, il y en a partout, mais ils ont rajouté ça, on sait pas pourquoi. Ensuite, au niveau de l'utilisation de la machine, alors, il m'a fallu pas mal de temps, j'ai perdu énormément de temps avec les vis, les machins, le taraudage, tout le bordel qu'il a fallu refaire. Donc tous ceux qui disent que ça se monte en 15 minutes, c'est du foutage de gueule, mais intersidéral. J'ai monté toutes mes autres machines en 1 heure. Celle-là, il m'a fallu au moins 3 fois ce temps-là. Hein. Largement parce que rien n'allait. La notice est bien, mais à moitié floue. Les inserts, c'est pas précisé où il faut mettre les inserts. Bref. Allez, admettons. Au niveau après logiciel. Alors, j'ai regardé parce que j'y arrivais pas. Honnêtement, j'arrivais pas à installer le driver. Faut savoir que moi, sous Linux, normalement, je branche une machine, elle est reconnue en USB, basta. Il y a une ligne de commande qui existe qui s'appelle LSUSB. Ça me liste tout ce qui est branché sur les ports USB sous Linux. C'est extrêmement simple. Le Linux ne voyait pas la machine. Par contre, dans VirtualBox, quand je lançais ma virtuelle en Windows 7, j'entendais bien le gdung du son Windows qui te dit que tu as branché un truc en USB. Donc, pas moyen de trouver le driver sur le site. Je regarde des vidéos YouTube, ils vont sur le site pour te dire de télécharger le driver. Les mecs, ils arrivent, ils l'installent, ça marche. Moi, j'ai pas le driver sur le site. Par contre, à la place, ils te laissent un espèce de manuel à la con dans lequel ils te disent d'aller sur euh, USB-C, je sais pas quoi, là. Bref, une connerie qu'ils ont rajoutée de dernière minute, comme tout le reste en fait, que normalement c'est supposé fonctionner. Bah, moi, je l'ai téléchargé, je l'ai installé dans ma virtuelle, zéro. Rien, que dalle, nada. Donc j'ai perdu quasiment 8 heures après ça. Hein. Dans ma virtuelle, j'ai refait une virtuelle. Donc une virtuelle, ça prend un petit temps à installer tout le bordel. Sachant que c'est mon petit PC qui est là-haut. Bref, rien voulait.
Désespéré, je remonte chez moi le soir à je sais pas quelle heure, je prends la machine, je la mets sous le bras, je remonte là-haut, je prends le premier PC en Windows 10 que j'ai sous la main, je le plug, il n'y a rien à faire, les drivers se mettent tout seuls à l'intérieur, j'allume GRBL, il me trouve le port com, la machine fonctionne. Là, j'étais outré. J'étais outré parce que déjà sur la petite machine, c'était marqué qu'on pouvait trouver des drivers en Windows XP, ce qui moi m'aura arrangé pour mes virtuels, parce qu'un Windows XP dans un petit PC comme moi, en virtuel, c'est beaucoup plus rapide à lancer qu'un Windows 7. Et évidemment, rien ne fonctionnait, donc j'étais obligé de passer en Windows 7 et là ça fonctionnait. Mais là, celle-là, même en virtuel, il n'y a pas moyen. Donc, on est obligé d'avoir un Windows 10 physique. Donc, comme on peut le voir là-bas, mon PC, qui est un Tronbook CF19, est parti. Hein. Et je l'ai remplacé par un autre, un Asus d'occasion. On s'en fout, c'est des PC d'atelier, de toute façon ça vit la misère. Donc moi c'est juste pour mettre de la musique et avoir la radio à l'atelier, discuter vite fait par message. Donc le PC n'a aucun intérêt. Par contre du coup mon Chromebook CF19, que je vais vous faire voir tout de suite. Du coup, j'étais obligé d'y installer un Windows 10, donc des licences de Windows 10, j'en ai en rab. Donc j'ai refoutu un vrai Windows 10 dedans, installé en physique et qui ne sera dédié qu'à faire uniquement de la gravure laser. Donc il ne sera pas connecté à Internet pour des raisons évidentes que Microsoft, quand on ouvre le Windows, parfois de façon aléatoire, il y a 20 heures de mise à jour, on ne sait pas pourquoi, le truc il redémarre 15 fois, tout est merdique, personne ne sait pourquoi. Alors que sous Linux, tu fais une mise à jour, ça prend 5 minutes et tu la fais quand tu veux, c'est pas Microsoft qui te l'impose. Et quand bien même quand on la fait pas, ça fonctionne très bien. Donc voilà pourquoi je suis sous Linux entre autres. Donc j'ai été obligé de foutre un Windows là-dedans. Hein. Donc ça pour ceux qui connaissent, hop, voilà, c'est des PC qu'on peut passer en mode tablette, donc c'est des trucs normalement professionnels, c'est ce que la fameuse valise que les gens ont dans les garages, bah voilà, c'est ça en fait. C'est tout simplement un PC, tout ce qui est de plus standard, c'est juste qu'il est adapté pour prendre des chocs dans la gueule, de l'eau, il est IP je sais plus combien pour ses résistances à la flotte, etc. etc. Donc voilà, j'étais obligé d'y foutre un Windows 10 là-dedans en physique, hein, et du coup, bah, il me servira que et uniquement pour les graveuses laser, non connectées à Internet. Bon, ça tombe bien, je l'avais pris un peu pour ça à la base il y a 2 ans, hein, mais finalement, je m'en étais servi de PC d'atelier. Et bon, bah, il va retourner à son origine qui était prévue pour ça. Donc c'est pas mal, hein, ça on peut le passer en tablette. Pour ceux qui ont plusieurs graveuses laser, je conseille aussi ce genre de choses, un PC directement en tablette, pas forcément connecté, mais une grosse daube, on s'en fout. De façon à ce que ça prenne tout de suite. Le truc, il fait que ça, il est dédié à ça, il vous fait pas chier. J'en ai vu à partir de 50 euros des PC tablettes en occasion sur eBay. Franchement, faut pas s'emmerder, faut prendre ça, le formater. Vous mettez tous vos drivers, vos machins, enfin si driver il y a besoin, ou mise à jour il y a besoin, si, au pire faut le connecter qu'une seule fois internet et après il a plus de mise à jour, il a plus rien, il reste dans son coin, il fait ce qu'on lui demande. Et au moins il fait pas chier. Voilà. 50 balles et vous avez une tranquillité qui sera vraiment 1000 fois mieux. Donc voilà à peu près tout ce que je peux dire là-dessus. Donc ça on parlait du matériel, on parlait un peu de logiciel et des emmerdements que j'ai eu avec. Un autre truc aussi qui me gonfle, là, tous ces trucs-là, c'est tout ce qui est open source. Le milieu de l'open source est entre guillemets intrinsèquement rattaché à tout ce qui est Linux et compagnie. Des Linux, il y en a de plus en plus. Faut arrêter de croire qu'il y a que Mamimi, enfin, qu'il y a que les geeks qui utilisent Michu, pardon, qu'il y a que les geeks qui utilisent Linux et que Mamie Michu ne peut pas utiliser Linux. C'est complètement faux. Moi, dans mon entourage, j'ai de plus en plus de gens qui utilisent Linux et pour des raisons évidentes que Windows, ça fout la merde. Et, euh, et vraiment, ces dernières années, le monde a beaucoup avancé dans ce sens. Sachant que du Linux, vous en avez partout. Hein. Les smartphones, les trucs comme ça, c'est du Linux dedans. Mac, c'est une version éloignée de Linux, des origines de Linux. Donc du Linux, il y en a partout. Tout fonctionne quasiment en Linux, quasi-intégralité de ce qui nous entoure, sauf les PC qu'on achète dans le commerce. Mais tous les serveurs, les machins, quasiment, c'est tout du Linux. Et les particuliers utilisent de plus en plus Linux, et notamment Ubuntu. Et ce que je ne comprends pas, c'est que là, dans le domaine de l'open source, ce qui était le noyau dur de Linux, dans ses fondements d'époque, il n'y ait pas de putain de logiciel correct qui fonctionne sous Linux. J'ai regardé, j'ai trouvé des trucs merdiques au possible.
Il me renvoie, j'ai trouvé 200 sites web qui parlaient de la même chose, qui me renvoyaient vers les mêmes sites, des copier-coller d'articles, mais alors vraiment au mot près, on voit vraiment que les gens ils se font pas chier pour développer leur, enfin pour amener du contenu sur leur site web. Voilà, on voit clairement qu'ils se font pas chier, un copier-coller du site voisin, on pose ça là comme un chien fout sa merde et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà. Et par contre, les développeurs de chez Laser GRBL, il y a deux choses que je comprends pas. Pourquoi ils ne développent pas sous Linux? Parce que putain, c'est un truc open source, sans déconner. Développe-le pour Linux, ton machin, merde. Normalement, tu arrives sous Linux, tu branches, tu rentres une ligne de commande, ta machine elle marche. Donc je vois pas pourquoi ils l'ont fait sous Windows et ils le font pas sous Linux. Alors là, c'est incompréhensible. Et un autre truc au niveau de Laser GRBL, c'est le logiciel, certaines fonctionnalités toutes con, un peu comme Pen, qui permettrait de prendre un joint et de pouvoir directement le coller à côté des autres là et pouvoir faire des grappes de joints. Et ben on peut pas. Alors peut-être que la fonction il existe, mais moi je l'ai pas trouvé. Peut-être que je suis trop con, hein, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai essayé de trouver des parades et tout. J'y ai passé une après-midi à essayer au niveau logiciel, de trouver des parades et tout. J'ai pas trouvé comment faire ce truc-là. En fait, il faudrait faire des grappes de joints en gros sur Paint, calibrer et faire directement des grandes pages pour vérifier que tous les joints un par un sont à la bonne taille. Et une fois ça, lancer la prod. Mais c'est pas possible. Je veux dire, l'idéal c'est de faire un joint à la bonne taille. Une fois que tu as le joint à la bonne taille, normalement on devrait pouvoir faire un copier-coller comme sur Paint et apporter ces joints directement sur sa surface de travail. Chez GRBL, on ne peut pas faire ça. Enfin, Laser GRBL, j'ai pas vu cette fonctionnalité. Il y a peut-être moyen, c'est quelqu'un qui connaît mieux que moi, il pourra peut-être me l'expliquer. Mais moi en tout cas, je l'ai pas trouvé. Donc voilà tous les déboires qu'il y a sur cette machine. Alors il y a quand même un truc de bien. La petite que j'ai découpe entre 600 et 800 millisecondes en fonction de... entre 600 et 800 mm minutes, pardon. Et ça fait un travail relativement correct, hein. Après, sur des jeux un peu plus épais, je suis obligé de ralentir un peu plus des fois, mais bon, dans l'ensemble, ça fait du taf correct. Là, celle-là, je monte à 1000 mm minutes. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Bon, ça permet de gagner un peu de temps de travail. Malgré que le laser soit pas super performant, c'est toujours agréable. Un autre truc aussi, cette machine-là, elle est donnée pour être en 24 volts. Ce qui fait que moi, j'ai pas fait attention. Je me suis dit, si jamais je crame le laser comme j'ai cramé la petite, je prends le laser de la petite, je refous le module laser dessus, c'est pas grave, je finis ma tournée de joint. Eh ben non. Bah non, parce que celle-là, elle est en 24 volts et que l'autre laser, il est en 12 volts. Alors, comme je reconnais le module de visu, parce que j'ai déjà démonté celui du petit, j'ai l'impression que c'est exactement le même et je pense que le régulateur de tension qui est à l'intérieur est capable d'accepter entre 12 et 24 volts. Mais en tout cas, pour le laser neugeux qui va le remplacer, je sais pas. Ça se trouve, je vais l'alimenter en 24 volts et je vais me cramer un laser à 120 balles. Donc, je prie pour que celui-là crame pas tout de suite. Donc voilà, et c'est une connerie en plus cette machine-là, je comprends pas. Les moteurs c'est du 12 volts, tout est du 12 volts, pourquoi la carte mère, l'Arduino ça fonctionne en 5 volts et des brouettes, 4 volts et demi, 5 volts. Le laser en lui-même, ce qu'il y a à l'intérieur qui fait vraiment le faisceau, ça fonctionne en 4,5 volts. Pourquoi ils ont eu besoin d'alimenter tout en 24 volts? C'est complètement con, putain, en 12 volts ça suffisait. Enfin, là, je sais pas. Peut-être la longueur des câbles, à la rigueur, avec la résistance des câbles, ça les faisait chier, alors ils ont remonté un peu la tension. Mais non, et puis même, c'est pas. Enfin, c'est bourré de petites conneries comme ça qui vont pas, quoi. Le capteur de feu qu'il faut obstruire, enfin, c'est bourré de petits défauts, quoi. Alors, il y a ça quand même qu'ils ont mis, que ça j'apprécie, parce que j'avais vu ça en vidéo, évidemment, mais jusque-là, j'avais jamais utilisé. Le capot de protection qui permet d'éviter de se prendre de laser dans la gueule. Alors ça, franchement, c'est super bien. J'ai même regardé sur mon jeu si je pouvais pas en trouver un truc comme ça qui pourrait s'adapter dessus. Malheureusement, j'ai pas trouvé et c'est vraiment dommage parce que sur les vidéos YouTube, vous verrez toujours des gens vous dire ouais, faut mettre les lunettes, faut mettre les lunettes. Mais en vérité, quand on est dans un atelier, qu'on travaille, les lunettes elles sont vert ou rouge, mais dégueulasses quoi. C'est un vert polarisant, mais vraiment tout pourri. Et quand il y a la machine qui travaille dans le fond et que nous on est occupé à autre chose pendant qu'elle grave, les lunettes on les a pas, on est obligé de les enlever. Et de temps en temps on se reprend des petits retours de laser un peu pas moyennement globe dans les yeux. Bon, de loin dans un coin de l'œil c'est pas trop grave, on se prend pas le laser direct dans les yeux, c'est juste le point qui est en train de faire de la découpe qu'on se prend.
Donc bon, du coin de l'œil, c'est pas trop dérangeant. Mais bon, c'est juste pour éviter ça, c'est chiant d'être obligé d'avoir les lunettes en permanence. Là, ce truc-là, ça c'est génial. Ça vraiment c'est génial. J'ai passé 1 heure et demie à tester tout un tas de découpes sans porter de lunettes, juste comme ça, en regardant le laser, même à travers la petite vitre là, sans me niquer les yeux, sans rien. Franchement, ça c'est vraiment super. C'est vraiment pour moi, c'est le truc. Maintenant, je sais que les découpes laser en sont toutes équipées. Moi, là, je découvre ce truc-là et franchement, c'est génial. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il faut mettre les lunettes, mais je suis désolé, dans un atelier, les lunettes, on les pose, on les paume, on les oublie alors qu'on les a directement posées sur le crâne. On passe son temps à les chercher. Quand on est vraiment sur faire de la découpe de joint en une certaine quantité, on a autre chose à foutre que de passer son temps à chercher des lunettes, sachant qu'on est occupé à côté. Donc voilà, les points forts, les points faibles un peu de ce truc-là. Et puis le prix, quoi. Le prix, putain, franchement, ça, je suis désolé, ça vaut pas le prix qu'ils le vendent. Là, faut pas se mentir. Là, le laser, je sais pas, une connerie. À la production, ça doit coûter 50 balles du profilet alu. Allez, t'as peut-être 30 balles de profilet alu. T'as le reste pour la carte mère, le développement du firmware qui est dedans. Et voilà, et le reste, c'est du câblage, c'est de la connerie. Mais là, franchement, c'est du foutage de gueule, quoi. Enfin, pour le prix, c'est du foutage de gueule. Donc, tous ceux qui vous diront quoi, c'est la machine géniale et tout, eh ben, je suis désolé, mais pas tant que ça. C'est pas une mauvaise machine, hein, mais pour le prix, il pourrait au moins la fournir toute option avec directement les grands rails et le système de focus. Vous allez chez Neujeux, ils fabriquent directement. C'est exactement la même machine. Ils fournissent directement tout complet. Allez, déjà, il y a déjà le grand kit. Je suis pas allé regarder s'il y avait le système de focus, mais on s'en fout parce que chez Neujeux, de toute façon, on peut le régler à la main directement, même le laser. Elle gravera, enfin, elle va faire sa découpe peut-être un petit peu plus doucement. Elle pourra peut-être découper un peu moins profond. Par contre, le laser de jeu, vous n'allez pas découper du MDF de 5 mm. Ça va pas être possible. Mais, euh, mais bon, voilà, franchement, pour le prix, chez Neujeux, vous avez, pour de la découpe de joints moteur, chez Neujeux, vous en avez plus grand. Vous en avez mieux pour votre argent, en fait. Donc, bah, je regrette pas spécialement mon achat, mais franchement, ouais, pour le prix, je suis mitigé quoi. Je vous cache pas que j'étais à 2 doigts de la renvoyer parce que là, j'ai un peu serré, je sentais un peu le foutage de gueule. Bon, maintenant qu'à l'Assemblée, sachant que de toute façon, chez Arthur, le SAV, ils en ont rien à foutre. Que là où je l'ai acheté, je sais très bien que le SAV, ils en ont rien à foutre, etc. etc. C'est des coûts à ce que je la renvoie et que je me fasse pas rembourser et qu'en plus de ça, je perde la machine. Donc bon, bah, je vais la garder, hein, je vais l'utiliser. Donc on la verra. Vous la verrez pas découpée dans cette vidéo parce qu'on a strictement rien à faire. De toute façon, il y a des tas de vidéos YouTube, vous la verrez en 1000 exemplaires, hein, cette machine a fonctionné, où tout le monde vous dira que c'est la meilleure machine du monde. Voilà, moi je vous ai dit ce que moi j'en pensais de celle que moi j'ai reçue, dans l'état dans lequel je l'ai reçue. Voilà, c'est tout. Maintenant qu'on a parlé des graveuses laser, pour la recette des nouilles et la cuisson, ça dépendra du goût de chacun. Allez, débrouillez-vous. Salut.